On enchaîne. Du coup, la forensic avec casser des choses pour ensuite faire de la forensic. De la remote code execution sur Cisco, Synactive Again. Ils sont assez prolifiques en articles, hein, donc ils publient joli. J'aime bien. Comme d'hab, timeline indiqué. Et de mémoire, il me semble que c'est du Pierre Martin. C'est le Worthy, notre meilleur copain. Et du coup, c'est de la belle appliance qui ressemble à un léger rappel d'interface qui fait mi-Windows, mi-Pulse Secure. Ça ne peut que bien se passer. Et il a trouvé El Famoso, il y a une interface, il y a du TFTP, on met une IP, un C-Surf token et plif plaf plouf, un point virgule uname, et sa RCE, et le monde est beau, et voilà. Et voilà, c'est le monde des routeurs. Encore Et ouais. Ça fait beaucoup là, non? C'est ça. Mais bon, ça régale. Ils ont quand même dit que ce product is end of life, mais c'est pas parce que c'est end of life que les clients l'ont pas chez eux. Donc pas de patch, mais ils ont quand même donné une reco, à savoir l'interface d'admin n'est censée être accessible qu'aux admins. C'est mieux. Bon, c'est mieux quand elle n'est pas vulnée, mais c'est mieux. Alors, un article qui était un peu dense sur un bypass de Same Origin Policy sur Chrome via la Navigation API. L'article est long, l'article est dense, mais l'idée générale, c'est il se passe des choses utiles. Alors, en gros, il y a le browser qui fait l'isolation entre deux sites, entre deux tabs, entre deux domaines, sous-domaines, et un site et une iframe suivant comment c'est configuré. Là où c'est chouette, c'est qu'il y a quand même des objets magiques, genre les DevTools se comportent pas pareil, les pages d'historique, de files de point de slash, de about blank et autres ne se comportent pas pareil. Et là, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y avait moyen d'ouvrir une iframe sur about blank pour lui demander d'ensuite être redirigé vers une page qui va, elle, par exemple, commencer un flow d'attente au haut avec un session state et autres. Et ensuite, en récupérant le session navigation history, navigation entries qu'on voit là, de l'iframe qui avait un about blank en tant qu'origine, donc qui n'avait pas de check initialement, eh ben, c'était quand même lisible. Et du coup, il y a moyen de choper toutes les URL qui sont passées. Pensez à du token de session, du session fixation, du vol de token, pensez à de la redirect to je sais pas quoi, tout plein de choses. Et là où c'est chouette, c'est que du coup, il a revamp une technique qui est connue, mais qui est assez dure à passer, en tout cas moi j'ai jamais eu l'occasion, le dirty dancing. Donc en gros, il a utilisé le système de, on fait une iframe, sur about blank, on fait en sorte que target location soit about blank, donc il n'y a pas de SOP. Attends, j'ai pas commencé au début. L'attaquant crée une page qui est Etherframe, voilà. Une page qui fait une iframe avec le site victime, soit en site, soit en cross-origin, puis se débrouille pour target page add the target page as a link double open. On fait en sorte que ça s'ouvre également en tant que new window après avoir été dans la about blank. Bon, de toute façon, il donne le POC à la fin. Puis, derrière, il récupère l'history et basta. Donc, il y a aussi un système avec les points back pour trigger la récupération, l'historique. Bref, concrètement, ce qui explique, c'est qu'il y a moyen de faire un clic-clac d'iframe avec celle qui ne bénéficie pas des SOP protection pour voler un bout de state dans un process au hôte. Donc, attaque, a priori, chopée au début, trouvée par Franz Rosen. Et il l'a tapé sur GitLab, et concrètement, il y a moyen de faire un vol de login with au hôte 2 en chopant un state à quelqu'un qui visitait votre site. Si vous avez une régie publicitaire, que vous vous débrouillez pour choper, bonner ça, pour derrière mettre un bout d'iframe, qui chope un bout d'historique, qui chope un accès de précession volable à littéralement tous les gens qui ont à la fois un site avec de la pub et un GitLab ou n'importe quel autre site ouvert, le carnage. Et bien sûr, il donne de la Code Sandbox, il donne... Ah non, il a testé sur Code Sandbox, autant pour moi. Mais en tout cas, il donne tout le code pour essayer de reproduire la faille. Et vu qu'il a époqué sur du GitLab, sur du code... Est-ce qu'il a fait GitLab et Code Sandbox Ouais. Voilà, de toute façon, c'est la partie haute. Moi, en autant, je suis éclaté au sol. Article de fuzzing par Ricerca.
Ouais, Arca Security. En tout cas, Arata and Nevermind. Je sais pas du tout comment les gens écrivent leur pseudo. Toujours est-il, ils se sont amusés à setup du fuzzing sur GEGL, qui est un système de on écrit du XML pour décrire une image. Ça ressemble vachement à du SVG, mais en vrai, c'est plutôt pour render une image via ça, plutôt que se trimballer ça toute sa vie. C'est plutôt un système de... Bon, c'est du dessin vectoriel en vrai, comme le reste. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait moyen de choper plein de tests corpus facilement, qu'il y avait de la grammaire facilement modifiable. Ils ont fait des règles de mutation, ils ont donné comme d'hab l'intégralité du process, de librairie, de compilation avec Ninja, avec Meson, avec Address Sanitizer et tout ce qu'il faut pour que ça fonctionne. Système de corpus et le système de harness, et c'est ça où j'aimerais bien prendre le temps d'en refaire un peu plus un jour, du fuzzing, parce qu'on s'amuse à taper des failles web, genre en PHP ou autre. Mais PHP, c'est jamais qu'un binaire qui va parser du PHP. Donc là, eux, ils font un binaire en C qui va dire vas-y, parse ce code GEGL pour trouver des bugs. Et ils disent juste chope ce XML, parse-le, render-le. Chope ce truc, parse-le, render-le. Voire même juste parse-le. Et déjà, on regarde ce qui se passe. Comme ça, c'est vachement rapide et il n'y a pas de render. Et va faire pareil avec un truc qu'on dit voilà ton code PHP. Maintenant, tu vas mouliner et voir si tu arrives à faire via la partie Zend, juste un Zend include de ce fichier-là. Il y a moyen de le compiler, il y a moyen de voir ce que ça donne et d'utiliser du coup un input en tant que corpus de fuzzy. Ce serait assez sympa, assez stylé. Ils ont fait du fuzz-off, c'est du guided coverage, plus pas mal de stratégies en plus, et ils ont trouvé un certain nombre de choses. Donc voilà, 10 null pointers des références, des stack buffer, overflow, underflow, DOS, resource consumption et heap overflow. Donc en gros, il y a moyen de déglinguer le truc, qui a l'air d'être utilisé dans encore pas mal de petits softs qui supportent des vieux file formats. Est-ce que Twother, c'est une solution de sécurité? Pas à ma connaissance. Mais je suis sûr qu'on peut mettre du Perl et du CGI dedans. Et je suis sûr qu'on peut l'exfiltrer par CSP. J'allais te demander. Et du coup, voilà, il faut l'analyse un petit peu de pourquoi est-ce que ça crash. Oui, parce qu'on a différents types, sauf qu'il y avait la différence entre ce bout de code-là où il check si c'est blanc ou c'est non set. Ça, c'est le patch, alors qu'avant, il checkait juste si c'était blanc. Et du coup, il y avait un pointeur qui s'incrémentait pas, le classique. Donc bon, comme d'hab, une librairie qui a 20 ans, donc bien sûr, porter tout le code n'est pas faisable en l'état instantanément et facilement. En tout cas, pas sans mettre du unsafe partout en Rust ou équivalent en Go. Et c'est un beau bordel. Mais bon, voilà, c'est un petit framework qui a l'air assez sympa. Je suis sûr qu'en reprenant le même type de setup, avec un peu de puissance derrière, avec une syntaxe un peu différente, avec 2-3 options différentes, il y a moyen de presser encore un peu le citron. Sûr. Et un petit dernier, puis je te passe la main. Axeis qui a publié cet article il y a un certain temps. En tout cas, Axeis, mais payant crédit à l'auteur. Alexandre Ripoto Vulm qui a fait cet article-là. Et c'est pas nouveau dans le sens où il repasse sur des failles un petit peu anciennes, il donne l'historique, mais c'est pour attaquer du VS Code, les extensions, le système de trust, le système de workspace, le système de fichiers qui peuvent se faire auto-sourcer par d'autres extensions déjà présentes. Et du coup, on va pas parler des failles, mais juste le fait qu'il fasse une énorme walkthrough, j'ai plus d'eau, une explication détaillée, n'est-ce pas, de toute la surface d'attaque présente dans VS Code. Du coup, le système de workspace, de restricted mode, qu'est-ce que ça implique quand on clique sur ce bouton, comment les VS Code settings peuvent être utilisés pour soit exécuter des commandes quand le workspace est trusté, soit pire que ça, juste modifier l'env, et avant, est-ce que ça vérifiait vraiment que c'était trusté, la suite dans l'article. Donc voilà, ça explique aussi le système de proxy, parce que bien sûr, si on peut MITM un VS Code, il y a sûrement moyen de faire des choses chouettes. Encore plus maintenant qu'on a 15 000 extensions qui vont interroger des IA avec pas mal de knowledge base récupérables via l'historique des queries. Et voilà, et juste c'est sympa, il met directement les petits placeholders pour essayer de péter du VS Code. Donc voilà, pensez-y quand vous avez un prochain Red Team, proposez un projet avec un bout de .vs Code backdooré et en disant aux gens, bah écoutez, vous avez git clone et cliquez j'accepte et je trust le workspace. Vous le trustiez pas. C'est un peu dick move, mais de toute façon, le Red Team, c'est compliqué de rester clair. Donc voilà, assez sympa, beau tour du propriétaire, je trouve, sur celui-là. Dry, me passerais-tu ton écran? Bien sûr, avec plaisir.
Noise. Et ensuite, on enchaînera sur cette analyse d'ordinateur portable de prisonnier. J'ai ton écran et Est-ce que ce serait ton pas le écran monsieur est envoyé. qui était au Comico en début de stream? Je sais pas comment répondre de manière sérieuse mais drôle. Non, c'est pas lui. Alors, mon premier article, c'est ce monsieur Jake qui fait le procès des tags qui se ferment tout seul en HTML. En gros, il met un gros disclaimer au début, il dit « Vous verrez ça partout sur mon blog, mais c'est parce que Prettier il fait ça tout seul, vous comprenez ?» J'ai pas le choix. Zoom un petit peu, je me permets de t'interrompre. Encore, Zoom un encore. poil. Ouais, pas mal. Encore un petit. Allez, encore un petit. Encore un petit? Top. Si vous vous dites sur des écrans de PC que c'est énorme, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Il y a aussi des gens, peu près 25-30% qui sont sur telle tablette. Donc c'est pour eux qu'on fait ça. Ouais, non mais... Sinon après ils vont plus avoir de yeux fonctionnels à passer 35 ans et ils vont arrêter l'informatique et ça va être terrible. Et c'est là que mon père qui est opticien trouve du travail. Ah. Bon bah zoom out hein. Allez hop. Non, donc voilà, ce monsieur qui s'appelle Jake, il met un gros disclaimer, il dit qu'il fait le procès des tags fermés tout seul en HTML, mais vous en trouverez partout sur son site. Donc, il part sur une grosse présentation du XHTML qui est arrivée dans la fin des années 90, qui était une syntaxe pas très accessible. Il disait, mais ça c'est super pour les gens qui débutent, tu commences un document HTML par ça, alors que ce serait super cool si ça commençait par juste une petite balise HTML, langage anglais, et après c'est facile. Parce qu'il faut quand même gatekeep un peu la pratique du développement et bon voilà. Donc il fait ce procès-là et il dit que en XML c'est acceptable parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans lesquels tu vas ouvrir un tag et le fermer en même temps et il y a juste les attributs qui vont compter. Mais en HTML, c'est pas forcément le cas, et en fait, il va expliquer, il va détailler un peu pourquoi. D'après lui, c'est une mauvaise idée. C'est que les comportements, en fait, ils sont pas, comment on dit, consistants. Ils sont pas constants d'une balise à l'autre. Déterministe. Déterministe, voilà, c'est ça. Alors c'est un peu plus bas, c'est entre, par exemple, par exemple les balises BR, donc qui font un retour à la ligne, qu'elles soient ouvertes, fermées, en fait, ce qu'il y a derrière ne fera pas partie de la balise dans le langage de markup. Alors que dans une div ici, si on la ferme, ce morceau de texte sera à l'intérieur. Et donc ce qu'il dit, c'est que globalement, chacune des divs qu'on va ouvrir, on la fermera dans un morceau qui est séparé, et si on veut mettre des choses au milieu, on le mettra à l'intérieur des balises, dans le HTML. Et donc il poursuit là-dessus, il donne ses opinions là-dessus, il poursuit un petit peu, notamment les balises input, qui pourraient paraître un petit peu semblables aux balises div dans le sens où il y a du texte à l'intérieur. Ici, ce n'est pas à l'intérieur de l'input, ça c'est à l'intérieur, ça c'est à l'intérieur, et ça ne l'est pas. Mais c'est pas tout, puisqu'en fait ça dépend également du parseur que tu utilises. Il donne l'exemple du JSX. Donc pour mes amis qui ont fait du React, vous connaissez probablement la syntaxe du JSX. Ça vous permet de faire du HTML directement à l'intérieur d'un script JS. Dans du JSX, le hello ne sera pas à l'intérieur de la balise div, alors que dans un parseur HTML de navigateur, le hello sera dans cette balise div. Et donc là, on a une incohérence totale entre les parseurs un peu custom, les parseurs de navigateur plus classiques. C'est un Maxini à mutant XSS, hein, clairement. Oui. Le fait qu'ils aient voulu, enfin on ait voulu humain par nécessité plus de flexibilité sur des trucs qu'on n'avait pas forcément besoin pour juste la manière d'écrire de balises, fait qu'on a perdu en simplicité, mais monstrueusement.
Voilà, donc la conclusion, c'était si vous ouvrez une balise, vous ne la refermez pas tout de suite. Il y en a certaines qui vont être reloues parce que ouvrir une BR, la refermer derrière les navigateurs, certains ils te mettront de retour à la ligne. Et après il vient mettre un tacle aux gens qui disent oui mais c'est plus joli de la refermer directement. Il dit c'est subjectif, mais voilà, faites le mec bien. qui fait du code, ça commence en ouais c'est de la merde et tout, ça se termine en la beauté est subjective. en fait ça va. Un grand philosophe. Voilà. Bon, et après il y a une discussion. Regardez où est ma scrollbar, elle est à peu près au milieu. Là. Ouais. Et donc là il y a de la discussion. Le débat philosophique. Voilà. Je Donc, connais la ça, beauté, c'est les posts Facebook ça. Non, c'est les posts jakearchibald.com. Bah, en tout cas il a réussi à créer de l'engagement, genre de fou. Ah bah là, SEO en flèche. En même temps, c'est vraiment le chocolat chocolatine, c'est est-ce qu'on doit ou non fermer les balises HTML. C'est vraiment. Ah, mais tu crées le conflit quoi. Ça, c'est une constante des développeurs aussi. Il y a pas mal de gens qui se battent sur différentes normes pour pouvoir écrire le code correctement. Et la version de Pretty est subjective pour tout le monde. Donc, Tab, double space, triple space, white space, point médian. Tout à fait. Est-ce que ton if, ton accolade, tu la mets juste après la parenthèse ou au retour à la ligne avant, tu vois, genre. Retour à la ligne. Tu vois, chacun a sa Je vais notion mourir sur là-dessus. cette colline. Les imports, tu les classes en pyramide ou pas? Ou par ordre alphabétique? Alphabétique. Alphabétique du sous-module importé. Bref, j'ai lancé le débat. Il y en a plein de débats cons. Hein. Vim ou Emacs? Ah non, ça y a que moi. Il n'y a pas de débat, je comprends pas. Vas-y, next. Allez, next. Alors celui-là, il est super cool. C'est un petit tool all-in-one pour faire un scan de site. Alors c'est pour faire du scan actif, tool d'OSINT. Il y a une petite démo que je vais pouvoir vous montrer tout de suite. En gros, il va faire un scan sur la majorité des choses que tu ferais en reconnaissance en OSINT sur un site. Il va aller chercher les records DNS, il va aller chercher du Whois, il va chercher la stack technique, il va aller chercher du certificat TLSI. Enfin, il va chercher énormément de reconnaissance, quoi. T'aurais 2-3 samples avec des sites que t'as le droit de taper pour nous montrer? Genre le tien, le mien, un public, ouais. Parfait. Le mien, il n'y a rien du tout dessus. Mais je vais mettre l'exemple. Alors en plus, on l'a testé sur des sites qui sont pas déjà scannés. On l'a POC et ça marchait assez bien, ça allait assez vite. Alors après, il y a des trucs qui prennent leur temps. Et donc là, tu vas avoir énormément d'infos. C'est nice, tu mettrais un coup de Synclophere juste pour qu'on scrolle et qu'on voit un peu quelle techno ça identifie, quelle... .com. Ouais. Juste voir un peu le type de données si moi j'arrive à recroiser. Alors, Synclophere, c'est du GitHub Pages, donc Los Angeles, pourquoi pas? C'est pas ultra opti vu que les gens qui le visitent sont en France, mais admettons. Du Let's Encrypt, oui, probablement. Domain Whois, nanana. Registrar Amazon, en effet, j'ai transféré ça là-bas. Headers, github.com, marge du cache, ok. Hostname, full GitHub Pages, mais ça trouve pas mes sous-domaines, c'est un peu dommage. Quality Summary? Quality Summary, où est-ce que tu vois ça? Ah oui, en haut à gauche. Ce n'est clairement pas une PWA, c'est un bon gros site. Hein. C'est vrai que c'est assez fourni. Hein. Les DNS, les HTTPS, TLS, HSTS, linked, screenshot. Oh, ça c'est bien qu'il y a du browser headless. Tu demandes un site, tu regardes la version du browser, si c'est pas à jour, bibabou. À moins que ça fasse le render dans le tien, mais je pense pas, espère pas. Parce que si tu pastes un site, c'est quand même que tu as envie que l'outil scanne le site et pas que ton PC fasse la requête. Si c'est pour désarmer. Oui, ouais, il faisait. Pour nous, il faisait tout sur la VM. Et no malware found, les bypass sont efficaces. Après, il y a des informations que je trouve un peu. Enfin,
étonnantes d'un point de vue OSINT, notamment la partie accessibilité du site, etc. J'ai l'impression que c'est plus des features supplémentaires qu'ils ont rajoutées pour dire, faire on en a beau. plein. Tout est bon à prendre, hein. Ouais. Tu peux te dire que... Oh, je vais faire un guess éclairé, peut-être complètement faux. Un site qui gère plein de systèmes d'accessibilité, c'est un site souvent public ou étatique ou autre qui a des raisons légales de le faire, et D'accord. pas un site d'une maxi startup qui a juste envie de faire Oui, un non, maximum de effectivement, thunes avec le moins l'argument est- d'efforts. Du coup, tu l'argument vas me peut-être paraît valable. niveler en fonction de ce genre de critères. Ouais, non, je suis d'accord, effectivement, bien vu. Et J'avais après, pas vu comme ça. je me dis que ça pourrait avoir un intérêt peut-être en CTF éventuellement. Tu vois, tu pourrais, si imaginons hein, dans les options d'accessibilité, tu as une option d'accessibilité qui s'appelle CTF accolade the flag is here, ferme l'accolade. Bon, tu vois, genre... Non, mais en vrai, ça sort tellement d'infos que c'est sympa. Hein. Avoir Ouais, juste c'est tout ça sous la main. Là, ça Et ça va arrive des vite. fois de se retrouver en CTF ou avec des potes et t'as que ton tel. Et du coup, ben, ok, tu peux tout faire en SSH quelque part, mais avec un clavier de tel, c'est chiant. Donc, juste avoir 2-3 sites qui te font le café quand t'as pas Ouais, le temps, oui, c'est vrai. c'est quand même chouette. Hein. Il y a même du Clairement. spidering, ce que je vois, donc c'est pas mal. Et après, en plus, il te donne une petite liste des tools à aller regarder pour approfondir les recherches. Évidemment, Wayback, Shodan, Domain Ce serait Tools, tellement bien un équivalent d'agrégateur, tu sais, comme pour les plateformes de streaming où t'as une qui te permet d'avoir un abonnement partout. Là, t'en as un qui vraiment agrège proprement un maximum de trucs pour moins cher. C'est très sympa. Ou ouais. aussi cher parce que tu les queries tous finalement. C'est autant une plateforme de streaming, tu peux avoir un abonnement, mais t'en utilises que l'une des 3 ou 4 en même temps. Là, tu vas vraiment tout query à chaque fois. Donc l'argent. toujours. Très Voilà, bonne donc- découverte. Hein. Ouais, très bonne découverte. Je suis content de l'avoir trouvé celui-là. Enfin, c'est un pote qui me l'a montré et qui m'a dit ah t'as vu et je lui ai dit non j'ai pas vu. Il m'a dit bah regarde je l'héberge ici, va le tester. Donc je suis allé le tester et j'étais assez bluffé parce que ça va vite quoi. Ah putain je l'avais déjà ouvert. Petite news un peu cool parce que ça fait écho avec mes missions en entreprise. Donc GitHub a activé gratuitement la push protection. La push protection en fait c'est un pre-receive hook de chez GitHub qui va refuser votre code si il n'est pas à la hauteur des standards de sécurité GitHub. Pour traduire ça en quelque chose d'un peu concret, ça va être si vous envoyez un commit dans lequel il y a des mots de passe, des clés d'API, des choses comme ça, qui sont supportés par GitHub, en fait GitHub va tout simplement les refuser en vous disant pre-receive hook declined, retirer tel truc, etc. Bon, est-ce qu'on peut quand même force push ces secrets quand on en a vraiment besoin pour un cas légitime à supposer que ça existe? Oh, tu dois pouvoir le désactiver, je pense, non? Ouais, je ouais, pense. ouais. En fait, alors Ouais. là déjà ça c'est opt-in. Bon, je peux vous montrer. Hein. Par défaut, c'est mis cette option? Non, pour l'instant non. En fait, elle est D'accord. en alpha. Dommage. Euh, Bah non, mais en vrai, c'est dommage d'avoir une super feature de sécu et pas de la mettre en Je opt-out. suis d'accord. Après, ce serait pour tous les nouveaux commits. Donc déjà, la base de commit actuelle ne sera pas traitée, je Bah. suppose. Je pense que ça sera traité en incrémental. Dès que des gens vont toucher, modifier, que ça va se retrouver dans un diff, ça va ressortir. Mais en effet, ils pourraient tout scanner for free, mais ça fera un envoi de quoi? De 50 000 mails d'un coup 500 000 mails même, le nombre de repos. Ouais. Ce sera un enfer. voilà, donc c'est opt-in. Vous pouvez aller dans vos settings et après vous cliquez sur enable. Moi je l'ai fait. Je l'ai fait aussi pour la plupart des repos. Ah non, c'est par user, toi? Alors moi c'est par user et après en fait on peut changer de scope ici. On peut choisir nos repos. Bon, je vais aller faire ça de ce pas. Hein. Ouais, donc c'est cool, c'est gratuit. Mais pourquoi un pré-receive hook plutôt qu'un job CI dry? Parce que le pre-receive hook, il va bloquer avant même que le code se trouve sur le repo. Et donc il se retrouvera pas dans l'historique Git. Donc pas besoin de rewrite, pas besoin forcément de rotate. Bon, c'est pas best practice, ce serait mieux de rotate, mais bon, des fois, quand on sait ce que ça implique pour du coup opérationnel, mais... Voilà. La suite, donc c'est un petit fun fact, j'imagine qui sera peut-être un jour éventuellement
utilisable pour aller faire des petits XSS, c'est les commentaires HTML qui fonctionnent dans le JS. Personnellement, je le savais pas, mais voilà, dans du JS, on peut mettre chevron point d'exclamation dash dash et après écrire ce qu'on veut, à la même manière qu'un commentaire dans du code HTML. Alors c'est encore une fois quelque chose qui nous vient d'un ancien temps, à l'époque où on écrivait notre JS à l'intérieur même de notre HTML. Donc voilà, la plupart des parseurs JS supportent ça, mais c'est pas toujours le cas, encore une fois, donc à prendre avec des pincettes. Celui qui est le plus fréquent, c'est celui dont j'ai parlé, donc chevron exclamation dash dash. Celui-là il est supporté par quasiment tous les parseurs, mais il existe aussi, si on le met en début de ligne, le dash dash chevron fermant et après un commentaire. Donc c'est tous ces commentaires, donc le logs1, logs2, logs3 sont supportés par la majorité, et en fait il explique que celui-ci, s'il n'est pas en début de ligne, c'est parce que c'est le goes to operator. Est-ce que vous connaissez le goes to operator? Ouah, c'est choquant, qu'est-ce que c'est que cette Comment c'est? C'est plus du trivia, c'est plus du fun fact. Non, c'est une flèche quoi, c'est un assignaire. C'est une flèche. Alors c'est un truc qui m'a fait marrer, c'est un Stack Overflow. Zoomable. Là on a des beaux pixels. Ok, cookies, je les accepte ou pas? Accepte. Refuse, vends, achète. Donc ça c'est le goes to operator. C'est genre une... C'est du langage C, hein. Ouais, mais c'est un moins supérieur qui a juste été... C'est un décrément postfixe. Et après, comparaison logique, x est inférieur à 0. Et en fait, les gens, dans les réponses, l'ont surnommé le goes to operator, c'est-à-dire while x goes to 0, et lui, il l'a appelé le slides to, parce que le x il glisse jusqu'à 0. Voilà. C'est nice. Oui. Ça me fait penser, je sais qu'il existe, j'ai plus le nom, mais en gros, le moyen d'avoir des codes golf ou des bouts de coding challenge, mais dont le code arrive à être structuré d'une telle manière que tu vas dessiner quelque chose. Du coup, tu peux avoir un bout de code qui va te décompresser et printer les paroles d'une chanson de Noël, mais le code est structuré en forme de sapin. Oui, ouais, j'ai déjà vu ça. C'est rigolo. Et du coup, et si tu le déplaces, le simple fait que tu changes le nombre de white space ou la structure elle-même du code pète le programme. Oui. Genre, c'est un système de kin assez ouf. Ouais, j'ai vu ça. C'est trop bien. J'adore. Je suis fan de ces trucs-là. Complètement inutile, donc tellement nécessaire. Et enfin, dernier type de commentaire qu'on peut mettre en tout début de fichier, un shebang. Et ça, c'est partout. Et la dernière article, donc après notre goes to operator, c'est le rook to XSS. Donc c'est monsieur Jake, ski.dev, qui a participé au programme de bug bounty de chess.com. Donc moi j'aime bien les échecs, j'aime bien les XSS. Donc l'article il m'a bien parlé. D'ailleurs je suis allé prendre 2 roustes à midi avec mon chef. Clippez cette phrase. J'aime bien les échecs donc j'aime bien les XSS. Et clippez pas le moment où je dis que j'ai pris 2 roustes par mon chef. Donc voilà. En plus j'ai bien aimé parce qu'il a évidemment articulé son article en opening, middle game, end game, les 3 grandes étapes d'une partie d'échecs. Donc voilà, il explique qu'en début 2023, il a commencé à travailler sur le programme de bug bounty de chess.com. Et il s'est souvenu d'un worm qui s'est promené sur MySpace autour des années 2005. Donc moi j'étais pas très haut à l'époque. Peut-être. Samy. Et donc il aurait aimé reproduire ce truc sur chess.com. Spoiler, il l'a fait. Hein. Il a trouvé la petite requête get qui valide une demande d'amis. Donc en fait qui prenait la forme de friend.chess.com / un hash, et en fait ce hash c'était le même pour tout le monde. Il l'a fait juste en regardant la requête qui part, et puis après il est allé la valider depuis un autre compte, et puis après
le compte était ami. Donc on a une petite requête get qui part. Il n'y a plus qu'à trouver un moyen de la propager. Bah, tout simplement, il l'a mis sur son profil, dans une image, puisqu'en fait, le Rich Text Editor de chess.com permet d'insérer des images. Dans ces images, on peut mettre une URL. Et si l'URL est une URL interne à chess.com, il va pas pull l'image et la foutre dans son CDN, il va juste garder l'URL. Et donc si l'URL est une URL de validation de demande d'amis, pas facile. Donc il a ajouté cette petite image sur son profil, et chaque personne qui se rendait sur son profil avait un nouvel ami. Voilà. Donc là après on arrive au middle game. Il s'est dit, avec ce petit text editor, je vais peut-être réussir à trouver une XSS. Donc il a vu que dans le text editor, il pouvait évidemment pas contrôler, pas ajouter des balises script HTML comme ça. C'est une évidence, hein, sinon chess.com aurait fermé il y a bien longtemps. Ouah, tu fais voler un compte avec un... Oh, quoique, je pense qu'il y en a qui sont très attachés au MR de leur compte. Ouais, non, ça aurait... Oui. C'est pas juste un truc d'échec, c'est... C'est le premier site d'échec au monde. C'est le Iego. C'est ça. Alors je me souviens plus dans quoi il l'ajoute, mais il réussit à injecter un bout de user input dans une image. Ah oui, voilà, c'est ça. Tu peux c'est dans le un petit peu, s'il te plaît. Ouais, carrément. Parce que là, clairement, mobile, yes. Dans le CSS, en fait, il y a un endroit où le user input est réfléchi, et donc c'est dans une URL à l'intérieur de l'attribut style, c'est dans du CSS. Et donc ce qu'il va faire, c'est que tout simplement il va fermer l'attribut, et après je crois que ça split sur les slash, et donc ce qui va lui permettre d'ajouter un petit onload. À partir de ce onload, il va se battre contre un sanitizer qui sanitize quoi. Ensuite, il y avait une nécessité qu'il avait, qui était de garder une quote, et pour bypass le fait que cette quote elle soit sanitize en URL encode, donc c'était pourcentage 28 par exemple là, il s'est dit que ça pouvait faire un bout de JavaScript qui est valide en mettant un nombre devant. Et donc ça fait 1 pourcentage 28, et pourcentage c'est dans la majorité des langages de programmation l'opération modulo. Mode. Voilà. Donc il y a ce petit bypass là qu'il explique juste là, et après tout ce qu'il écrit après c'est réfléchi. Par contre il a pas mal de caractères qui sont blacklist, donc il va utiliser et notamment les quotes qui sont blacklist. Donc il va utiliser quelque chose que là Lucas m'a enseigné il y a, je dirais, une semaine. C'est qu'on peut utiliser les regex .source pour avoir une string sans quote. Pause. Madeleine de Proustage. C'est Train qui me l'a enseigné. Ah. Long time ago, quand on était sur les débuts de RootMe. Eh ben, très bien. La boucle est bouclée. L'élève dépasse le maître. Pour info, quand même, pour que vous ayez la private joke, il l'a actuellement en prof de pentest de temps en temps. Voilà. Donc c'est rigolo que son prof actuel soit la personne qui me donne un trick que je lui ai donné entre temps. C'est cute. Voilà. Et il m'a donné d'autres tricks pour des XSS à d'autres occasions, Train. Donc revenons à nos moutons. Qu'est-ce qu'on fait quand on a une XSS? On essaie de sortir un cookie par exemple. Donc c'est ce qu'il va faire. Alors au début il essaie d'écrire le cookie, de le rendre invalide, donc il réussit. Et après il reste plus qu'à se l'envoyer sur un endpoint contrôlé par l'attaquant. Mais malheureusement le parseur il split sur les slash, et donc il crée un nouvel attribut dans l'image. Donc pas possible.
Mais heureusement, il existe dans JS, par exemple, location.passname contient des slash et commence par des slash. Et donc ça lui permet d'avoir un truc avec des slash et de pouvoir exfiltrer les cookies. Donc c'est ce qu'il montre ici. Voilà. Donc son payload ressemble à ça, avec un petit location.passname pour split et après ajouter son cookie. Endgame, il explique: j'aurais bien aimé avoir une vraie XSS parce que juste le location pour exfiltrer le cookie c'est rigolo, mais je préférerais pouvoir exécuter du code tranquillement. Bon, voilà, encore une fois, il se bat avec des filtres. Il finit par réussir grâce à un autre attribut à l'intérieur du CSS. Voilà. Et ensuite, il raconte aussi un petit fun fact, c'est que pendant qu'il avait son report, pendant qu'il discutait de son report avec l'équipe de chess.com, il a trigger une blind XSS parce que eux, en fait, ils vérifiaient son profil et les anciens payloads qu'il avait pu tester, et notamment sur leur appli à eux, il y avait une XSS qui avait marché mais qui n'avait pas marché pour lui. Voilà. Donc il a réussi à trigger une blind XSS. On dirait Yanzax qui réouvre des rapports d'il y a un an en mode tiens, mais ça, est-ce que ça a été corrigé? Et là, d'un coup, ça retrigger et il refait des sous. Alerte, let's go. Oh no. Ah, c'était du blind, mais. Choup. Voilà. Excellent. On a parlé de text rendering. Maltemo, c'en est où ta disclo? Bah, du coup, j'ai contacté. Est-ce que tu redonnerais le contexte? Parce que, quand même, c'est assez rigolo. Tout à fait. Le petit storytelling. Je change même la scène. Bam. Petit storytelling. Du coup, de mon côté, j'avais fait une présentation à l'époque lors du premier Drink Love Share. Drink Love Share. J'allais inverser les mots, ça allait pas du tout. Sur une petite histoire amusante dont j'avais fait un CTF. Résumé très vite, j'avais fait un CTF. Le write-up du CTF, pour moi, je le trouvais trop léger. J'avais pas forcément tout compris dedans, donc j'ai retravaillé l'analyse. J'ai écrit un petit write-up et j'ai fait une présentation sur le sujet. Et le soir même de la présentation, je rentre chez moi et je veux sortir mon article sur mon site, sur mon blog perso. Et moi, j'utilise pour ma prise de notes l'outil AKMD, qui permet concrètement de marquer du markdown et de pouvoir avoir une sortie en HTML. Du coup, je sors mon export en HTML, ça permet de transformer en HTML. Et là, mon export, il est tout pété. Je suis en mode, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi c'est tout pété? J'aimerais bien comprendre, donc je creuse un petit peu, je regarde l'HTML de la page, c'est complètement pété. Donc d'abord, dans un premier temps, je fais 3 fois 4 fois l'export en me disant c'est juste moi qui suis complètement débile. Et puis au final, je finis par creuser, je me rends compte que l'ensemble de mes $ quotes, donc le sujet principal de mon talk, avait été remplacé. Et donc ça avait complètement cassé mon rapport. Et donc la génération d'HTML depuis le Markdown utilise des replays, et donc c'était vulnérable à la XSS, du moins à l'exploit qui avait été utilisé pour faire la XSS dans ma présentation. Et donc j'ai creusé un petit peu plus et j'ai réussi à faire pop une XSS à partir de ça. Donc l'impact est minime puisque techniquement c'est sur l'export des rapports en HTML qu'on va récupérer nous en tant que personne sur notre rapport, et ensuite c'est en local que la page va être récupérée, donc à moins qu'on le republie sur notre site, normalement il n'y a pas de en local, en file de .2/. C'est-à-dire que si tu as un rapport collaboratif, que quelqu'un arrive à te XSser ton export et que toi tu l'ouvres en file de .2/ HTML, ça veut dire que celui-là a accès au reste du file. C'est comme un contexte Phantom.js où de base, si t'es en HTTP, tu as accès que sur HTTP. Si t'es en file, tu peux avoir accès à certains des ressources locales, quoi. Tout à fait. Du coup, scary. Et du coup, j'ai envoyé, j'ai essayé de contacter l'équipe de dev de AKMD, et pour l'instant j'ai eu le contact du dev principal qui m'a dit ouais pas de souci, envoie les infos par mail à notre contact.
Et j'ai envoyé justement un mail au contact, détail. mais un mail chiffré, pour qu'il puisse, tout simplement pour que même toute l'explication sur l'exploit de la vulnérabilité, le pourquoi du comment, il puisse l'avoir. Et pour l'instant, je les relance depuis 2 semaines et j'ai pas de news. Je l'ai relancé Est-ce que tu sur. viendrais pas de faire une disclose de faille? Moi, je pensais faire du storytelling sans donner les détails croustillants, mais Ouais, après, il faut réussir à le trigger, qui c'est pas évident, mais oui, effectivement. ouais. Challenge laissé pour le lecteur, le Tout viewer. à fait. J'ai relancé plusieurs fois sur le Discord, j'ai pas trop de réponses. Je sais pas trop ce qui se passe de leur côté, mais Ouais, ça va qu'il n'y a pas un impact énorme. Faut vraiment que ce soit un collègue ou quelqu'un qui a accès au même pad qui veut te pawn, que tu l'exportes et Ouais. là où c'est plus embêtant, c'est que comment dire, il y a pas mal de choses sur AKMD qui sont éditables par tout le monde à partir du moment où on a le lien. Et donc là, si d'autres gens veulent l'exporter en HTML pour eux, mais c'est reste une fonctionnalité très spécifique. Avoir le lien comme sachant un que pour ceux qui ont la version open source qu'ils ont mis chez eux, KodiMD, c'est pas exploitable dessus. Nice. Donc c'est vraiment que l'instance payante ou gratuite entre guillemets de AKMD qui est impactée. Voilà. Ok. Est-ce que tu as unshare ton écran? T'avais terminé? Je vois plus ton écran. Oui, complètement, ouais, j'avais fini. Ok. Fort bien. Et ben en ce cas, je reprends la main. En tout cas, cool, tu tiendras au courant de l'avancée de la remontée? Tout à fait, je les relance une fois toutes les semaines, 2 semaines, mais pour l'instant il fait le mort, donc bon, je verrai, je tiens au courant. Happens. Alors, on repart sur du storytelling, mais sans nos têtes en gros plan. On en parlait un petit peu, Sammy, Computer Worm, de Sammy, JS Spice Hero, XSS Worm, l'un des premiers, mais en vrai pas vraiment l'un des premiers, il y a plein de trucs qui avaient été wormés avant. 2005 et sur MySpace. Donc clairement, il me semble qu'il y a un film qui est assez sympa qui avait été fait en plus sur l'histoire. Bon, il a pris tarif, hein, le gars, pour un petit worm qui faisait pas grand chose de méchant mais qui a mis un réseau à plat parce que oui, quand ça s'emballe, ça s'emballe. Et quand on worm des choses, pas de chance. J'ai pris le temps de la googler. Merci dans le chat, qui c'est qui nous l'a remonté? Greb CV dans le chat, quelqu'un? C'est Killer Ah oui, Sauce. c'est Killer Sauce. Merci beaucoup, Killer, très intéressant. Un souci d'implème dans lichess.org où en gros il y a un système de dénomination des moves qu'on peut faire et en gros il y a une implème qui n'était pas checkée qui permettait de move un pion pour lui faire devenir un roi. Et en gros juste ce move là avait été mal implème ou mal décodé, je sais pas exactement, et impact un pion. Le pion est promu en roi. C'est une privilege escalation parce que le roi a plus de privilèges que le pion que le pion n'a pas. Donc voilà. Est-ce qu'il est possible de checkmate le roi promu? Vraie question. Moi, parce que pour moi, c'est pas une élévation de privilège. Hein. C'est promouvoir un ça roi veut dire qui que t'as est 2 fois plus de. Ouais, mais tant qu'il te reste un roi, t'as une extra life en fait. Reste à savoir si t'as le droit ou non de perdre un roi. C'était que pour soi ou pas? Je pense que c'est les moves que tu fais qui sont input, mais après, rien n'empêche l'adversaire de le jouer aussi, je présume. Oui, c'est ça, ouais. Par contre, exemple exploit, c'est quoi là? Dans quel monde on est? C'est la notation des échecs, mais c'est que pour toi, je pense. Quid de quelqu'un qui prend une implème de jeu d'échecs et qui fait tourner du fuzzing sur ce genre de corpus? C'est incroyable. Projet trop drôle. Je dois admettre que c'est amusant. En plus, tu peux montrer les parties d'échecs fuzzées et qui deviennent du n'importe quoi si t'as vraiment un glitch. Ce serait très rigolo. Je sais pas en quoi c'est codé, parce que en low level, il y aurait des sales bugs, en high level, il y aurait juste des moves broken, je pense. Bref, pour être drôle. Donc on enchaîne sur un maxi post ultra long mais trop cool. C'est l'exemple de la community is strong et n'importe quel post peut potentiellement s'emballer et faire des choses chouettes. Un gars, Wenting, Zephrey Wenting, qui a trouvé ou récupéré un ordinateur de prison acheté sur eBay. Cool. Il commence à regarder, il se dit bon bah super, il y a un châssis, il n'y a pas de port USB du tout. Ok, il regarde un petit peu, il chope le modèle du disque, il chope le modèle batterie, hardware, etc. Secure Book 6, fine. Ça avance un peu, il commence à le désosser et il commence à voir qu'il y a 4 Go de RAM, une puce Wi-Fi, du USB
et un bon Celeron comme on aime bien. Bof. Suite à ça, ok, il y a un BIOS, il arrive à avoir un début de boot, et dommage, ils expliquent que le BIOS a souvent un système de mot de passe mis en dur après AMI-TSE setup, et donc ils se débrouillent pour s'y connecter, faire du DMA, ou en tout cas un accès, réécrire des zéros, et du coup wipe cette partie-là. Ça boot, cool, une fois, pas deux, parce qu'en fait à chaque boot, il y a un système dans le BIOS, ou dans le bootloader, en tout cas, qui va réécraser tout ça, et remettre le mot de passe qui avait été set initialement pour pas qu'il soit nul. Fuck it. Il a trouvé une solution dégueulasse qui est d'avoir quelque chose qui est écrit en permanence, qui zéro out la mémoire. C'est débilement du génie, c'est génial. Super, elle faisait un reset du BIOS à chaque démarrage, et du coup c'était compliqué, donc il s'est débrouillé pour forcer la réécriture, ça on l'a dit. Il voulait se débrouiller pour le wiper complètement, mais il n'a pas pu, donc il a trouvé un système qui le rewipe à chaque démarrage. Suite à ça, il a fait sa socket. Non, c'est toujours le même système d'écrasage de mots de passe. Il a essayé d'espérer pouvoir le déchiffrer pour avoir le bon, en espérant que c'était l'Exor, mais c'était pas le cas. Du coup, il y a quelqu'un qui a un BIOS sans mot de passe pour le même type de hardware. Donc ils ont commencé à dialoguer parce que le poste avait commencé à exploser un peu. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit vas-y, c'est pas bien grave, de toute façon on arrive à le booter, et il y a quelqu'un qui travaille sur une version custom du BIOS, avec plus patché quoi. Il a dit bon bah on n'a pas de disque, on peut essayer de le remplacer, on a un disque mais on n'a pas d'OS. C'est pas bien grave, on va essayer de faire un boot USB. Ah merde, il n'y a pas de port USB. C'est pas grave, une fois de plus, on n'en a pas grand chose à faire. Il s'est débrouillé pour retrouver une analyse de Linux hardware de ce genre de laptop pour trouver comment c'était fait. Il s'est rendu compte que la partie keyboard et touchpad était en fait comme un plugin USB externe, ce qui est le cas pour beaucoup de choses. Si on fait du LS USB sur même vos machines, pif pouf, on peut se rendre compte que on a aussi bien de la mouse que du clavier. Bon là j'avoue c'est un PC fixe, c'est pas très parlant. Mais faites ça sur votre PC portable, vous verrez qu'il y a plein de périphériques externes qui ne sont jamais que vus comme USB via l'interne. Et du coup il a dit c'est pas grave, on va juste prendre le pad, le décaler un peu, faire en sorte de dire que le pad ça a une entrée de hub USB, et derrière mettre le pad derrière ce hub en mettant une clé USB, potentiellement une souris, un joypad, un trackpad, un Wiimote, ce que vous voulez. Suite à ça, il a son hub, son laptop commence à être sacrément dégueulasse. Mais c'est pas tout, parce qu'il commence à faire booter son Ubuntu Mate, chouette. À côté de ça, il a fait son petit hub, il a dit que ça pourrait être plus propre. Il y a une autre personne qui a fini par réussir à modifier le BIOS, on voit le petit IDEA en background, pour en faire une version patchée, le reflasher, et donc pouvoir son système mot de passe free, même après la reboot. Suite à ça, ils essayaient de voir un peu les bypass de check, d'autante. Le hash qu'on avait au début, il y a des gens qui ont fait un peu de reverse, qui se sont rendus compte que c'était un système de Unicode haché en SHA-1 avec un bout de challenge, je présume, vu qu'il y a plein de zéros, mais je suis même pas sûr. Suite à ça, ils ont fini par retrouver côté hardware certains points pour se positionner et s'interfacer avec la machine. Et il y a des gens qui ont commencé à lancer des maxi brute force de l'enfer, à faire des bouts de H4, à faire des bouts de scripting pour commencer à choper le vrai pass. Des gens qui ont chopé la doc officielle et des bouts de doc qui ont leaké, qui étaient sur je sais pas quelle archive. Ils se sont rendus compte que le disque dur a été incroyablement cher, genre du 1000 balles, pour un vieux bout de laptop qui coûtait que dalle. Et ils ont fini par faire la meilleure chimère community-based de reverse, de PC, de Tolar. C'est incroyable. C'est incroyable. Vraiment, le thread est incroyable. Le post a buzzé de fou, du genre, voilà, un petit 25 millions de views, 210 000 likes. Forcément, il y a une communauté énorme derrière. Mais le côté se lancer dans un projet un peu débile, un peu fou, parce que juste pourquoi pas, et voir les gens se déchaîner et rejoindre le projet, c'est ultra drôle, c'est nice. Donc j'espère que vous avez autant kiffé écouter cette histoire que moi la lire. Excellent, oui ce post est top, il est clairement excellent. Pas de ou de BG, il y aura du ou en fin de stream on a dit.
Mais je me pose la question de est-ce que la personne qui l'a rejoint sur son projet, il a vraiment acheté ce PC exprès pour, ou est-ce qu'il l'avait déjà avant et travaillait en parallèle et ils se sont croisés sur le poste? On n'a pas la petite histoire derrière? J'étais juste curieux de si. Je sais pas, il me semble qu'on envoyait un deuxième à un moment, mais je pense pas que la personne ait besoin du laptop pour avoir une version du firmware que le premier est dump, et le deuxième c'est juste un pote qui essaie de le modifier. Moi je le comprends comme ça en tout cas. Je crois que l'autre personne a mis une image de son propre PC, enfin du moins j'avais l'impression que c'était ça. Night quelque chose là, l'autre qui travaillait avec. Il me semble en avoir vu passer un deuxième, voilà, celui-là. Tu vois, là il... Cotit, ouais. Donc, surtout que lui est plus blanc, j'ai l'impression, comme PC. Ça a pas l'air d'être exactement le même châssis. Oh là là, avec le matos d'électronique derrière là. Ouais. Les low-level guys, on le connaît. Donc voilà, un beau régal cet article, vraiment. Là, on l'a survolé vite, mais prenez le temps de le lire, c'est une pépite. On enchaîne sur de l'extension Burp, Socket Sleuth, proposé par Snake, par Sneak. Une grosse release il y a 5-6 mois, pas d'update pour l'instant, mais concrètement, on s'en fout des updates, ça fait tout ce que Burp ne fait pas avec les WebSockets, à savoir une reconnexion propre, du match and replace, du rejeu, d'instrumentation, un API pour pouvoir jouer avec, de l'intruder in WebSocket, un historique un peu plus sympa à utiliser, auto-repeater pour auto-rejouer des requêtes sans avoir de délai ou de timeout ou de choses comme ça, interception rule, match and replace, et bien plus. Donc, trop cool, le temps que Burp catch up un peu l'intégration WebSocket, trop cool qu'il y ait ça. Ça fait partie de l'extension qui, voir la liste c'est bien, mais voir utiliser c'est mieux. Et donc ils ont quand même fait un petit talk pour expliquer le pourquoi du comment, et derrière montrer un peu les tabs qui ont été rajoutées, c'est bien implémenté propre, c'est pas de l'extension ghetto. Donc worth using and playing with. Dans la même veine, c'est pas une extension, mais toujours par Portswigger, et pas par Sneak ce coup-ci plutôt. Un système d'inspection d'objets au sein d'un browser. Concrètement, ils expliquent, donc ça vient de Hackability Inspector, et pareil, il faut vraiment avoir lu l'article et potentiellement la vidéo qui vient avec de Garrett Hayes, qu'on cotait tout à l'heure. C'est drôle d'ailleurs parce que tout à l'heure il a été coté dans ton article en H-A-Y-E-S. Ouais, il y avait une faute de frappe dedans. Yep. Mais il y avait plusieurs fautes de frappe dans l'article de ce monsieur-là. Mais vu le contenu qu'il release, parce que d'ailleurs dans les articles que tu as traités, il y en avait un deuxième de ce même auteur. C'était celui avec le... Oh, j'ai oublié le sujet, c'était assez complexe, c'était encore sur du JS. Attends, je peux le retrouver dans la liste des articles, mais bref. Vas-y. Bon, t'en es pas. Je cherche en arrière-plan et je te toujours est-il, cet outil est incroyable pour vérifier facilement un objet, ses propriétés, ses attributs, comment est-ce que deux objets peuvent collide et overlap l'un l'autre, comment est-ce que deux tabs ayant normalement de l'isolation peuvent communiquer l'un avec l'autre, et on voit un peu comment ça fonctionne. Et vraiment on peut prendre, c'est assez dur de faire des exemples parlants, mais juste du location, et derrière on peut dire tiens super, mon location proto, qu'est-ce que ça implique si j'arrive à le taper. Le proto.ancestor origin, c'est un objet de padlen, et on peut essayer de choper son pass ou le prendre en tant qu'input à nouveau et commencer à faire des parcours en profondeur comme ça. C'est un petit outil franchement pratique qui permet de faire de l'inspection, de voir à quel point votre browser est flingué ou non, s'il implémente bien les sécurités d'isolation. Donc là sur un browser Chrome à jour, globalement il n'y a pas grand chose qui sonne, et tant mieux. Faites ça sur un browser un peu vieux, faites ça sur un truc en WebKit, faites ça sur un browser embed dans un kiosque, ça va devenir une guirlande. Et c'est nice. Ça arrive à trouver, il me semble, les bindings entre du JS et du Java, ou du C plus low level, ce genre de choses. Donc pour recon de surface d'attaque, d'implem de feature browser, top. Alors, UV. UV, j'allais lui tailler un short parce que c'est ultra prometteur, mais il manque un peu de temps, un peu de maturité avant que ce soit incroyable. Concrètement, c'est un Fast Python Package Installer and Resolver written in Rust. Cool. Concrètement, ça permet de faire des pip install, des pip run, des choses comme ça, de manière très vite, et plus récemment, ça permet de faire des venv. C'est les mêmes builders que Ruf, qui permettaient de faire
un peu de checking, qui fait maintenant aussi du format, qui fait tout un tas de guidelines, vérification pour la partie est-ce que mon code est éclaté ou pas. Et quand on compare le temps d'exécution de UV vis-à-vis de Poetry, Pip, PDM et j'en passe, et il y a juste pas photo. C'est vraiment la même différence à SDF versus mise en place que Pip versus UV. Mais c'est du Rust qui fait ses bails alors que ça n'avait pas été prévu comme ça de base. Ils ont un système de cache différent. Il y aura sûrement des petites incompatibilités, des petits couacs. N'empêche que si vous faites du test de un module Python sur plein de versions, c'est incroyable. Ça permet de gérer les venv. Et ça permet de gérer les venv. En fait, ça commence à faire un replacement incroyable pour Python et Pip. En revanche, enfin pour Pip surtout, en revanche, ça peut créer des venv, mais ça ne va pas encore les manager. Ça ne fait pas encore du listing, ça ne fait pas encore de l'activation de l'un de l'autre à la volée. C'est juste de la génération. Donc, ultra prometteur, un peu early, mais potentiellement, d'ici quelques temps, bon, il y aura forcément toujours du legacy qui va rester, mais ça peut monter en maxi flèche et mettre une claque aux autres classiques de virtualenv, pipenv, venv, etc. Donc voilà, à voir un peu comment ça évolue. Moi, j'attends qu'il y ait les plugins mis à SDF et on verra. Pour l'instant, flemme. Mais bon, il y a quand même une codebase qui a l'air saine, pas mal de contributeurs, des releases, des process assez safe. Donc, c'est cool. Vraiment, je pense que ça va partir assez fort, assez vite, dès qu'ils auront les 2-3 features nécessaires. De toute façon, ils ont Ruf derrière. Ça peut que marcher. C'est déjà des bons. Petit retour sur notre Guillaume Quéré DAS qui... Donc en fait c'est marrant parce que c'est un article que j'avais depuis très longtemps dans le pipe qui est juste une petite bible rappel de tous les trucs qui passent bien pour exploiter du Jenkins. On a tous des trucs qui traînent, qu'il faut rechecker de temps en temps, donc c'est bien d'avoir tout au même endroit. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, donc j'ai bien sûr relu les articles hier pour que ça fasse une présentation un peu smooth aujourd'hui, et il a mis un commit vraiment 1 heure, alors qu'il n'y a pas eu de commit depuis des mois sur ce projet-là. Et donc c'est juste pour dire que, ne serait-ce que pour un petit nit, pour que ce soit bien fonctionnel, il s'est embêté à le faire. Donc je trouve ça chouette. Voilà. Des kudos à lui. C'est sympa d'avoir des grosses bibles comme ça. Je voulais en faire une à la base pour Spip, mais très vite on se rend compte qu'il y a tellement de cas particuliers, tellement de détails à mettre que... Mais... Flemme. Un truc qu'on aurait dû couvrir, qu'on a un peu laissé traîner, mais qui est quand même assez incroyable, CVE 2024, qui est une LPE Docker, Cube et RunC et Cryo et autres, incroyable. Le fait d'utiliser un file descriptor quand on démarre un nouveau, donc -w en Docker Run, ça veut dire démarre ce process et place-toi dans ce répertoire. Et en gros, le fait d'utiliser un file descriptor qui avait été utilisé au build time ou qui peut être utilisé lors du boot time permet de placer d'office le conteneur, qui n'est autre qu'un process au centre Linux, mais qui a accès en visibilité à moins d'autres process, de le placer dans le file system du parent, et non pas dans son mount à lui. Juste, ils ont appelé ça Leaky Vessels, il y a juste un système de « Ah, dommage, il y avait un file descriptor qui traînait, on l'a mangé au démarrage ou au build time, et c'est terminé. » Et vu que Docker fait sa life en privilégié, c'est perdu. Donc concrètement, en faisant du Docker Run, donc ça permet d'avoir accès aux Vessels, mais ce qui est sympa, c'est que ça peut se faire en Docker Build, qui lui n'a pas besoin d'être root. Donc il parle de système de détection. Ah, je pensais que j'avais 2 articles liés à ça. Shit. Bref. Bon, toujours est-il, ça marche dans Cube, bien, ça marche dans Docker, bien. Il y a eu beaucoup de bruit vis-à-vis de ça, parce que c'est une vraie sale LPE, qui était assez drôle, trivial à trouver, je présume, si ce n'est qu'il faut se rendre compte que ça fonctionne. Et petit truc qui est drôle, c'est qu'ils se sont mis petit à proposer des règles Falco. Coup de chance, c'est ce qu'on utilise pour la sécurité de l'entreprise. Donc on a pu juste copier-coller leurs règles et se rendre compte qu'elles fonctionnent pour détecter la faille, mais ça détecte plus que la faille. Il y a vraiment, ça va sonner. Il faut un peu la fine-tune pour qu'elle chope que les bons syscalls et bien sûr qu'elle sonne pas en boucle, parce que utiliser du proc self current working directory, il y a plein de process qui le font malheureusement, et là ça détecte l'usage mais pas l'usage au boot time ou build time. Donc en fait c'est vraiment trop wide, trop lax comme règle.
Mais en tout cas, voilà, très sympa. C'est vraiment du quick win comme les Polkit, Baron Samedit et autres à l'époque. Donc si vous avez du cube en pentest pendant les semaines à venir, passez-le. Ce sera pas patch de sitôt. Et dans les trucs un peu sympathiques quand même, ils proposent une règle Falco. Ok, cool. Mais ils font pas que ça. Ils nous ont aussi proposé, côté sneak, je sais plus exactement où c'est, mais un système de oui, faites un petit wget et lancez ça en tant que BPF dans votre infrastructure. Et concrètement, ils ont dit littéralement, prenez ce binaire sur notre Git qu'on vient de mettre et mettez-le dans votre ring 0. Ça va bien se passer. Donner une règle lisible, oui. Donner un binaire dont on ne connaît pas le contenu pour dire mettez-le en ring 0 dans l'infra. Trust. Trust but verify. How do you verify le binaire? On va pas sortir Ghidra à chaque analyse forensique de trucs qui est pas compilé normalement. Et pourquoi pas? À défaut d'avoir le choix, ça va se terminer en pourquoi pas. NOM for Security, Proactive Security Review of Nomulus. Petit article de Google Bug Hunter qui nous ont régalé. Parce que concrètement, ils avaient eu des remontées d'un event hacking. Non, attends, pas du tout. Proactively Review Outside Products, Design, Launch, Life Cycles. Et en gros, là, ils utilisaient un produit open source qui était user-facing. Et ils l'utilisaient sans avoir réassess son niveau de sécurité depuis un moment. Et donc, ils ont dit, bah, on va faire une passe dessus. Voilà, ils expliquent bien leur strat, le fait de faire un lab en local, d'avoir un système de snapshot et d'isolation pour pouvoir tester les trucs, remettre, réparer sans tout péter. Un peu de code review manuel, un peu de focus sur l'OTAN, sur l'autorisation, sur les logic bugs. Vraiment, ils donnent tout. Automated scans with CodeQL, il doit avoir une plâtrée de règles pour rester correct. Donc ça doit trouver pas mal de choses, je pense, très facilement. Ensuite, bien sûr, un peu d'introspection, un peu de burp suite, un peu de dynamique. Et bah voilà, ils ont dit on va regarder un peu ce truc-là. Ils ont trouvé une RCE, bon, potentiel RCE parce qu'ils n'ont pas creusé, mais de toute façon, quand on commence à avoir du servlet Java qui n'a pas réussi à désérialiser quelque chose, qui commençait en SQL 2 points et un bout de base64 qui est un objet sérialisé, on sait que c'est jamais très loin. Leak de credentials via les logs classiques but deadly. Des fois, avoir juste un file read, choper des creds admin, choper l'interface d'admin, pivoter et RCE, ça se fait très bien. Crypto Witness avec certains cas qui avaient du lens comparaison, enfin time-based lens comparison. Et non constant comparison. Je vais arriver. Non, constant comparison credential check. Waouh! Time-based Oracle pour choper des creds en remote et des bouts de bypass. Mais en gros, il y avait 3 systèmes d'autres pour ce soft. Ils en ont bypass 2 sur les 3, qui fait qu'ils n'ont pas pu aller taper la RCE post-haute. Enfin, pas voir la full chain. Donc je trouve ça joli de se dire que pour le coup, pour une fois, la défense en profondeur a payé. Donc article sympa et il donne toutes les pull requests, ce qui est beau. D'avoir tous les patchs et de se dire tiens, et si on allait review ce patch-là pour voir un peu comment il a été fait. Et bah super, il n'y a que 1500 lignes à review, HF. Voilà, ça pourrait, mais un peu la flemme. 3 articles restants. Premier sur ChatGPT Account Takeover, où concrètement... Attends, c'est qui l'a sorti? Nocline. Nocline qui a dit que Nagli, donc bug hunter assez connu, célèbre, avait trouvé un account takeover via cache quelque chose côté OpenAI et ChatGPT. Et lui, il a attendu un peu, et un jour, il s'est juste rendu compte que quand ils ont introduit la feature de sharing de chat pour dire regarde, tiens, j'ai fait un super chat intéressant, tu pourrais en profiter, copain, il s'est rendu compte que c'était pas d'update. En tout cas, pas vraiment fiable, pas vraiment consistant. Il regarde un peu. En effet, il y a un système de cache, donc des fois ça marche, des fois les gens à qui ils parlent tombent pas sur le cache et ont l'ancienne version, donc suivant où ils sont géographiquement sur la planète. Et du coup, il s'est rendu compte que tout ce qu'il y avait /share/ quelque chose, il y avait du caching, même sans extension. Un caching sans être extension based, ça peut clairement mal se passer, surtout quand il y a 2 parseurs d'URL, un pour aller le mettre en cache et un pour le fetch depuis le CDN externe. Et du coup, le fait d'avoir ces 2 choses-là, introducing pass confusion. Donc, il se débrouille pour aller faire cacher ce genre d'URL, qui est derrière share, donc va... On va le dire comme ça.
Let's break it down. On a déjà établi une connexion avec le CDN qui va cache tout ce qui est sous /share. Le CDN ne va pas décoder les pourcents de f pour point pourcent de f, donc passe traversale mais URL encodée. La réponse va être cachée, sauf que derrière, la partie browser, elle, va normaliser ça. Quand on envoie pourcent de f en browser, il va d'office essayer de nettoyer et de faire une URL un peu propre. De la même manière, quand on envoie une quote, il envoie pourcent 22 ou 27 et jamais la quote en row. Du coup, ça fait un passe traversal côté browser qui fait que pif paf pouf, le visiteur qui va visiter va se faire rediriger vers Auth Session, va mettre ses headers de session avec le WT en cache, et l'attaquant, quand il va taper le même cache buster, donc le petit cache buster égale 1, 2, 3 sur l'URL envoyée en dur pourcent de f, donc avec un curl en disant bien je vais envoyer cette URL et pas avec un navigateur, sinon ce serait sûrement pas exactement cette URL, et l'attaqueur arrive à rechoper le header, enfin le header HTTP de réponse qui contient le token qui avait été mis en cache. C'est scandaleux, faut trouver un moyen de reflect un token, faut trouver un moyen d'avoir une cache pollution, faut trouver un moyen d'avoir un parseur différentiel, mais le sploit est beau. Et il casse le crâne. Et par contre, je me demandais, je sais pas si t'en sais quelque chose, toi qui fais du front, enfin front back-ish, là on met les headers d'autant en cache. Pour moi, on mettait le body, on mettait quelques headers liés à la gestion du cache, mais que le JWT se retrouve dans un header stocké en... Je sais pas, ça me choque. Où est-ce que ça dit qu'il se trouve dans un header ? Il dit juste, on a récupéré le JWT. Ah, nice. Il n'y a pas. Il y a un 3, cache, miss, statut API haute. Ok, peut-être que c'est pas dans un header, mais là on parle de... Ah, ça veut dire que API Auth Session renvoie un JW. Ouais, c'est vrai, c'est dans le body. C'est dans le body, ouais, c'est pour ça. C'est juste que le body te renvoie ton JWT. C'est peut-être une glue nécessaire. S'ils n'ont pas de système qui fait cookie vers Auth Header, ils sont obligés de le placer à la main, donc t'as besoin de glue. Ouais, non, c'est ça, ça autant pour moi. Je pense pas que le header soit mis. C'est pour ça que ça me choquait que le header soit caché. On peut regarder. Ouais, non, il n'y a que deux. It is not. It is not. Avant-dernier article de YesWeHack sur l'automatisation avec Burp Suite. Concrètement, ils expliquent un truc avec ce schéma qui m'a régalé. C'est le moyen d'avoir une compréhension un peu globale, structurée de ce qu'on peut faire et mettre en place un workflow efficace pour l'automatisation, à savoir notre source, donc nous, allons faire des actions qui vont passer dans le proxy, qui vont se faire choper par des bcheck et l'extension Burp Bounty, qui vont faire du fuzz actif, qui lui va être envoyé sur la target, qui va envoyer des réponses qui vont à nouveau être utilisées en analyse passive par le proxy pour tout un tas de scans, plus du crawl supplémentaire, plus par proxy repeater scanning extension pour refaire des checks passifs, mais à nouveau des bitchecks ou des greps ou du système de discovery dans les bodies, donc du decoding, littéralement des greps. Le tout qui va dans Logger++, qui peut être utilisé, logué, reuse, rejoué, et j'en passe. Donc ce gros truc, plus 2-3 tips donnés au vol pour pouvoir identifier quel bitcheck a fait quoi, pour pouvoir avoir de la session, pour pouvoir avoir du fuzzing avec vos payloads, votre collaborateur et tout. Très 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 chouette article. Il manque une chose, c'est plutôt que de dire faites ci, faites ça, donnez-nous un burp user settings et un burp project settings qu'on puisse juste importer. Là, le setup qu'ils ont, ils vendent du rêve. Faut le setup. Juste donner le bon fichier de config burp à importer et tout le monde va migrer sur ça parce que de la même manière qu'on essaie de faire une distro avec François sur voilà ce qu'on trouve être utile, efficace, mais si on dit à tout le monde bah ouais, il suffit de faire 2 après-midi de setup, ils ont la flemme. Dire ça te coûte 2 clics et tu peux l'essayer, génial. Donc voilà, please if you read this Brumens or I don't know who, create profiles to export and import with the Burp Suite. Et last but not least, Ubuntu. Donc bien sûr, il y a l'Ubuntu, il y a l'Ubuntu. Non, on ne fera pas un Windows hybride. N'empêche que je l'ai essayé par curiosité et je trouve ça bluffant.
ma mère ne regarde pas les streams. Je pense que la prochaine fois qu'elle a une galère de PC, je vais lui mettre un Ubuntu et voir si elle se fait à cette nouvelle OS, qui est donc un Linux gratuit, mais qui est là pour être un copier-coller en termes d'apparence de Windows, en termes de ressenti. Et juste, je ne vois pas comment quelqu'un de pas très tech, ferait la différence, si ce n'est que bon, ils vont télécharger un point .exe et ça va pas se passer comme ils veulent. Yes. Ah. Alors, c'est un mot de passe demi et plaf, j'ai mis les VirtualBox Tools. J'aime tout. Oh. T'es un génie, Kelly. T'es un génie. C'est du beau jeu. Alors, resize, clac, 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 pour trigger le vrai resize. Et voilà. Et ceci est un Linux, mais je trouve qu'il y a vraiment un soin du détail qui a été apporté pour faire un task manager. T'as vraiment du Edge qui pop. Ils ont même mis par défaut un petit copilot en free avec juste. Ça m'a pris 2 minutes à installer. Bon, c'est dans une VM, donc il n'y a pas de souci de hardware et autres. Je sais pas à quel point ils se sont faits des drivers, mais il y a un navigateur qui est OK tiers parce que Chrome-based. Il y a un système de gestion de fichiers qui est juste tout joli avec, comme on est habitué sur Windows, un système de Windows N, de split pane, de toggling de fenêtres. Genre juste, ils ont fait un truc propre de ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je suis bluffé par la ressemblance. Et en fait, on en parlait il y a quelques temps. Moi, j'ai dit pourquoi quelqu'un voudrait un Linux qui ressemble à un Windows pour aller faire du pentest dans les bureaux sans se faire cramer, en fait. Il n'y avait pas justement le mode de Kali qui permettait de faire ça, le fait de pouvoir cacher ton Kali pour qu'il ressemble à une machine Windows, il me semble. Hein. Peut-être, sûrement. Kali prend un nouveau thème Windows 10, bien vu. Incroyable. C'était justement pour que lorsque tu te retrouves dans un engagement Red Team ou je sais pas quoi, que tu puisses te faire ça tranquillement sans te faire repérer. Clairement. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé ça bluffant de closeness en fait. C'est ouf d'arriver à mimiquer une UI. Bon, ils ont quand même un espèce de partenariat avec des supports, le droit d'utiliser les icônes et tout. Mais c'est ouf. C'est ouf. Après, tu vois, tu proposais ça en mode pour aider des personnes d'un point de vue support, etc. De la machine. Mais je pense que là où ça risque de coincer, ça va être la suite Office, etc. Ouais, mais des gens qui n'ont pas de connaissances tech très poussées, tu leur mets un Office One en ligne où ils vont payer oui, ok, tout à fait. Ou tu leur mets un OnlyOffice, ou tu leur dis, au fait, vous connaissez Google Docs, ça marche pas mal. Et ensuite, tu penses que c'est une bonne idée, et tu te rends compte que les gens, faut pas la différence entre le drive, la copie drive locale, le téléphone qui a un début de cache mais que le drive en remote, et tu te dis mais pourquoi je leur ai montré Google Doc? Aïe. Non, c'est pas du vécu. Non. Tu peux regarder sur mon téléphone, je ne comprends pas. Mon imprimante est cassée. Oh non. Mon H4 veut pas booter. J'ai vraiment eu ce genre de demande. Mais déjà, c'est des demandes tech, donc c'est un peu plus sympa. C'est clair que ma grand-mère, elle m'a jamais demandé pourquoi son H4 il démarrait pas. J'ai l'imprimante une fois, mais le H4 jamais. Non, j'ai été ping par une personne full random qui m'a dit oui bonjour, j'ai cherché Ethical Hacker sur internet, je sais pas quoi faire, qui trouver, vous êtes mon dernier espoir, au secours, j'ai 30 gigas de backup iTunes chiffré avec un mot de passe que j'ai perdu et concrètement j'ai perdu des personnes de ma famille, donc j'aimerais vraiment récupérer les photos. Donc tu dis oui, je vais t'aider, bien sûr, je suis pas j'ai pas le time, mais let's go try, si un quick win, ça part. Le mec avait le playlist. Avait, avec un pote à lui, extrait le hash du playlist pour lancer H4 et faire quelques règles. Tu te dis, quelqu'un de non-tech, il y a vraiment eu un effort pour récupérer son contenu de backup. Cool. Et du coup, tu dis, écoute, je peux faire pareil, mais moi j'ai un PC qui patate un peu, je peux faire un système de word list, je peux essayer de faire des règles de permutation custom. Ok, pourquoi pas. Et ensuite, donc j'extrais pareil le playlist, les bons outils, je tombe là une vidéo YouTube Forensic macOS d'il y a 10 ans qui marche crème, avec un vieux outil en perles pour pouvoir récupérer le hash. Et là où c'est sympathique, c'est que avant
2010, iTunes faisait un backup avec je sais plus quel type de hache, genre je vais pas dire Argon, je sais plus lequel, mais un truc bien solide, genre du Argon 2. Et ils faisaient déjà 1000 ou 100 000 rounds. Et là, ils sont passés, je sais plus si c'est à... Attends. Paf, je repasse en screen share. Tunes 10 H4 rounds. Et sinon, je pense que je vais faire H4 help pipe grep dash i iTunes, yes. Alors, iTunes machin, et ils demandent quoi? Ils demandent pas -C 5. Example H peut-être? Que j'oublie à chaque fois. Yes. Voilà. En gros, ils expliquent que iTunes inférieur à 10, on a ça, et iTunes supérieur à 10, c'est ce type de format. Min-max. Alors, update, on va faire que du A et on va dire 10. -A, on a dit. Et il donne pas le nombre d'itérations. Super. Je suis très content. Mais en gros, il me semble que c'est 1 million ou 100 millions d'itérations du même round. Round. Ah, on l'avait. Ça vaut le coup de le retrouver. Toujours est-il, c'est un nombre d'itérations indécent qui fait que, voilà, même quelqu'un qui avait un gros type de PC, sur les haches post-2010, on en teste 4-5 à la seconde. 4 ou 5 à la seconde, là où quand on a du MD5, on va en tester des milliards à la seconde. Donc, voilà, j'ai fait tourner mon truc. Je lui ai dit, bah écoute, là, ça n'a pas marché, bonne chance. Ou alors, je refais tourner un truc et je te dis dans 12 heures. Bon, bah, ça a quand même tombé 5 minutes plus tard et le mot de passe était sa date de naissance. Voilà. Oh. Ouais. Je pense qu'on va se lâcher sur ces mots doux, messieurs. Oh non, pas messieurs, date de dames, naissance. sait-on jamais. Et si. Classique. Mais dilemme quand même, tu veux aider quelqu'un, tu lui expliques que s'il met ses mêmes mots de passe partout, c'est la merde, la personne te dit c'est le cas, mais je suis trop désespéré, je veux ces photos, donc je suis prêt à t'envoyer mon playlist. Bien sûr, il l'envoie via un mail ou un truc comme ça, donc tu sais qui, tu sais quel mot de passe similaire, tu sais quelle pratique d'hygiène de sécurité. Faut pas faire ça, je comprends le désespoir, mais faut pas faire ça. C'est pour ça que je cherchais un hacker éthique. Bah, il est bien tombé, mais c'est quand même... Je veux dire, je me suis déjà fait péter. Je me suis déjà une fois fait péter une machine. J'avais pu réagir vite et couper la patte de l'attaquant, mais genre, si tu me passes des informations compromettantes sur toi, je peux être gentil, je peux être méchant, mais je peux être gentil et me faire péter comme n'importe qui. Heureusement qu'on n'est pas en stream et qu'on s'expose pas trop. Imagine. Bref, anyway, il a été très correct, gentil. Si les demandes étaient plus souvent des trucs éthiques comme ça et pas aide-moi à choper le téléphone de mon ex ou aide-moi à choper le compte Facebook de ma future ex, j'en sais rien, ce serait un peu plus simple. Je cite, tu es un crack de petits points. Peux-tu hacker ce compte Facebook, s'il te plaît? Ah, je relate. Aïe, aïe. Sur ce, je pense qu'on va lancer un petit raid. Est-ce que l'un de vous veut le mot de la fin? Vive les XSS qui permettent de leaker des informations extrêmement sensibles sur des machines, notamment des HNT. Voilà. Vive les futurs CSP dans les browsers headless qui font du rendering de PDF qui permettront de faire des SSRF. Peut-être. Tout ça via un bypass de SOAP qu'on a vu tout à l'heure. Via perceur différentiel? Ah oui, c'est beau. Mais allez, sans oublier caching, qui est important. Ouais, c'est vrai. Allez, ça balance le raid, sinon on va faire des conneries pendant un certain temps. Bisous à ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Petite tentative, je suis pas trop du genre à dire faites des partages aux copains et tout, mais on se rapproche des 1000, donc c'est un petit live goal quand même. Si vous voulez faire croquer le stream à une personne ou un personne que vous aimez beaucoup, et ben ça nous ferait, je pense aussi, très plaisir. Passez une bonne soirée. Ça part en raid Virtu d'ici quelques temps, qui a l'air d'être en train de traumatiser une Game Boy, donc on sait qu'on vous laisse en bonne compagnie. Oh no. J'ai la Minia, ça a l'air d'être une bonne Game Boy rouge qui se fait.
Je ne sais pas. Je ne sais Elle a pas. rien demandé, la pauvre. Allez, ça part en raid. Des bisous. Ciao. Bonne soirée. Salut!